Bienvenue sur Vagabonde, le podcast où chaque histoire prend vie. Histoire de vie, récits de voyage, entrepreneuriat et aventures uniques, embarquez dans un voyage où chaque épisode est une escale inattendue. Belle écoute! Hello, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur le podcast Vagabonde. Aujourd'hui est un jour spécial, ou plutôt un épisode spécial, car vous allez découvrir une nouvelle catégorie d'épisodes de ce podcast, la catégorie récits de voyage, et qui plus est en compagnie d'une personne qui est spéciale. Roulement de tambour, ma maman. Bonjour maman, comment tu vas ? Eh ben ça va très très bien, je suis très contente de participer à un de tes podcasts. Ouais, est-ce que tu sais le sujet du jour, est-ce que tu peux l'expliquer aux personnes qui nous écoutent et déjà te présenter peut-être ? D'accord, donc moi c'est Céline, j'ai 48 ans, donc je suis ta maman. Et le sujet du jour, ça va être de parler de mon ascension au Mont Blanc que j'ai fait en juin 2018. Voilà, donc on commence quand même cette série récits de voyage avec du lourd, hein. C'est pas rien de gravir, on dit gravir Gravir le Mont Blanc, c'est une sacrée expérience. Et j'ai pensé que ça pouvait être un très bon sujet pour commencer, et surtout que c'est toi qui le racontes, donc ça va être encore plus intéressant. On a un peu travaillé le podcast hier, les questions. Ça refait remonter aussi pas mal d'émotions. Moi, je connais déjà un peu l'histoire, mais c'est vrai qu'on va aussi je vais te poser des questions et on va essayer de rentrer encore plus profondément dans les détails. Donc, j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. T'es prête ? Est-ce que t'as un peu le trac ? Non, ça va, enfin, c'est surtout que j'ai des fois envie de rire. Ouais. Voilà, mais c'est une expérience très intéressante. Ouais. C'est assez cocasse parce que toi, tu n'écoutes pas beaucoup de podcasts. Pas du tout même. Ouais. Le seul podcast que j'écoute, c'est les tiens quand tu me les envoies. Mais sinon, je n'écoute jamais de podcast. Et je trouve même que les podcasts sont trop longs. D'accord. Bon, en plus, celui-ci, je pense aujourd'hui, ça va être assez un long sujet, un long épisode. Donc, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris votre tasse de thé ou de café. Nous, c'est un peu à la dure. J'essaie on va dire... Canaliser, exactement, c'est le mot. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, on commence tout de suite. Alors, déjà, on va remonter un peu dans le temps. Tu peux nous rappeler quand est-ce que tu as fait l'ascension du Mont Blanc ? En juin 2018, exactement. Ouais. Tu avais quel âge ? 43 ans. 43 ans. Donc, ouais, c'était à peu près il y a 5 ans déjà. Ça passe vite. Ça passe vite. Quel a été le point de départ en fait de ce projet ? Quel a été le déclic ? Est-ce que c'était plus un défi personnel ou un défi sportif que tu voulais te lancer ? Non, en fait, j'adore faire la randonnée et dans l'été 2017, je suis partie dans les Pyrénées et j'ai fait l'ascension du Canigou. Et quand je suis arrivée en haut, il y avait une table d'orientation et en face, il y avait le Mont Blanc. Et j'étais tellement fière de moi, tellement contente que je me suis dit, l'année prochaine, je fais le Mont Blanc. Voilà. Wow. Et du coup, tu avais vraiment ce projet de le faire toute seule ? Oui, parce que à l'époque, j'avais personne dans ma vie. Et en fait, je me disais qu'il fallait pas que j'attende après quelqu'un pour pouvoir atteindre mes objectifs et réaliser mes rêves. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est une woman, comme on aime. C'est ça. Non, c'est trop bien. Et ouais, je me souviens que le pic du Canigou, déjà, tu avais vécu de sacrés moments. Tu m'avais raconté un moment où tu t'étais perdue, non ? Ah non, ça c'était le lendemain, en fait. C'était après l'ascension du Canigou. J'avais fait une autre randonnée. Ok. Et en fait, j'étais partie, il faisait très très beau et très très chaud. Et sur l'ascension, j'ai eu déjà un vertige. Et arrivé au sommet, le temps a changé très très vite. Ça s'est mis à faire du vent, à pleuvoir. Et malheureusement, j'ai pas suivi les consignes de randonnée en montagne. C'est-à-dire que j'avais rien pour me couvrir. Et j'avais plus de visibilité, j'avais très peur. Et du coup, il a fallu que je fasse demi-tour et m'abriter derrière un rocher en attendant de laisser passer la tempête. Ok. Est-ce que tu te souviens à combien de mètres le Canigou culmine ? Ah non. En fait, c'est un peu moins quand même que le Mont Blanc. Ah ouais, carrément. Le Mont Blanc, c'est le plus grand sommet de l'Europe, donc... Ok. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit, tu avais des peurs, un peu des appréhensions, parce que tu grimpes le Canigou, il t'arrive cette expérience.
est-ce que tu ne dis pas, bah, le Mont Blanc, ça va être quand même un sacré défi? Non, parce que je me dis dans ma tête, allez, si j'ai réussi le Canigou, je vais réussir le Mont Blanc. Et puis, la montagne, en fait, quand on part en montagne, il faut toujours être humble. Faut jamais se sentir plus fort que la montagne, en fait. Et ça m'a permis, encore une fois, de dire, bon, bah, ok, j'ai compris la leçon, la prochaine ascension, je fais attention. Donc en fait, c'est quoi un peu la première étape quand on s'inscrit au Mont Blanc? Comment ça se passe? Ouais. Bah en fait après j'ai regardé sur internet les sites qui me paraissaient corrects pour l'ascension du Mont Blanc. J'ai trouvé un organisme qui proposait l'ascension en 3 jours avec 1 jour de préparation en amont. Et donc j'ai appelé. Voilà, j'ai appelé et quand j'ai appelé, on m'a dit la seule chose c'est qu'il faut avoir une bonne condition physique. Et donc à l'époque, j'étais persuadée d'avoir une super condition physique parce que je faisais de la natation, je faisais des petites randonnées par-ci par-là. Mais en fin de compte, il m'a dit qu'il fallait que je travaille le cardio et que je cours. Et je détestais courir. Il a fallu quand même. Alors je me suis dit c'est pas grave, je m'inscris et je verrai après. Ok. Et du coup, comment bien se préparer? Parce que oui, tu viens de dire qu'il y a quand même des prérequis. Est-ce que c'est possible que si tu n'es pas assez préparé, la personne ne t'accepte pas, le guide? Oui, de toute façon, il faut déjà se préparer pour soi parce que c'est quand même un sacré budget. À l'époque, j'ai payé juste les 4 jours 1 500 euros, sachant qu'aujourd'hui, il faut tabler 2 000 euros. Hein. Et donc, c'est déjà un investissement financier. Et ensuite, si tu te prépares pas, tu vas pas vers la réussite, en fait. Il faut quand même bien préparer ton cardio, tes muscles, pour qui te portent jusqu'au sommet. Ok. Donc, toi, ta préparation physique, on va dire, avant l'étape du Mont Blanc, ça a été pendant combien de temps? Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, de ton côté? En fait, c'est 1 an à l'avance. Enfin bon, ça a été à peu près 10 mois puisque je me suis inscrite en septembre et l'ascension, je l'ai faite en juin. Donc, de mon côté, j'ai continué la natation. Je me suis mise à courir. En fait, il fallait vraiment se préparer à une autre chose aussi pour laquelle j'ai pas eu le temps de me préparer, c'est la randonnée en haute montagne. Parce qu'à un moment donné, le plus grand risque quand tu montes des altitudes comme le Mont Blanc, c'est le mal des montagnes. Et oui. Et en fait, il faut s'acclimater bien avant. Et à l'époque, on habitait en Auvergne. Et en Auvergne, le Puy-de-Dôme, c'est pas le sommet qui va te permettre de t'entraîner, de te mettre dans des conditions de haute montagne complètement. Ouais. Ok. Voilà. Et est-ce que pendant ta préparation ou avant d'aller au Mont Blanc, tu t'es déjà posé cette question, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que tu avais des doutes, des peurs? Non, je me suis dit, je vais y arriver. Ouais. C'est vrai que ça, je trouve, c'est ta force. Quand tu entames quelque chose, tu te poses pas trop de questions, en tout cas moins que moi, et tu fonces généralement dans le tas. C'est intuitif en fait, je me dis que je vais réussir. Et après, je me donne les moyens de le faire. De toute façon, est-ce que quand on va au Mont Blanc, faut que se mettre dans la configuration de réussite parce que c'est quand même dangereux aussi. C'est ça, de toute façon, il y a tellement d'éléments extérieurs qui peuvent ne pas te faire réussir, c'est-à-dire déjà les conditions climatiques, le mal des montagnes, que si toi, tu en plus te mets une balle dans le pied en mal te préparant, à la limite, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Oui. Il faut pas partir défaitiste parce que c'est en fait, ça complique encore plus ton expérience. Exactement. Ok. Comment tu te sens un peu la veille quand tu prends ta voiture et que tu te diriges vers Chamonix, c'est ça? Ouais, Chamonix. Je me sens très excitée parce que je sais que je vais vivre une expérience hors du commun. Et j'adore ça. Ouais. En plus, partir seule comme ça, c'était super. Je me suis dit, je vais faire des rencontres. Je vais expérimenter quelque chose de nouveau. Ouais. Et du coup, alors, tu as fait ça en juin. Est-ce qu'il y a une période propice pour grimper le Mont Blanc? Ouais, la meilleure période, c'est quand même juin, parce que en fin de compte, après, quand on arrive en juillet, août, il y a le soleil qui est là, les températures qui sont hautes, et en fait, la fonte des glaces va déstabiliser le terrain d'ascension, quoi, en fait. Ok. Donc toi, t'as vraiment eu de la chance, il faisait beau? J'ai eu une chance extraordinaire, en plus il faisait super beau, mais de toute façon, moi, à chaque fois que je pars en vacances, il fait super beau, donc là aussi, j'étais confiante, voilà. Un petit rayon de soleil, elle ramène le soleil.
Et du coup, comment ça se passe un peu l'ascension? Donc, tu m'as dit que tu avais regardé sur des sites. C'est un package en fait que tu prends, tu loues un guide? Ouais, je conseille vraiment à toute personne d'y aller avec un guide, hein, parce que de toute façon, seul, c'est trop dangereux. Donc là, j'avais pris, oui, un guide. Et en fait, il faut savoir que pour grimper le Mont Blanc, c'est un guide pour 2 personnes. Ok. Et il y a eu tellement de problèmes, en tout cas de chutes, de morts et tout ça, qu'ils sont en train de réfléchir pour avoir un guide pour une personne. Et du coup, ça se déroule sur combien de jours? Là, je l'ai fait sur 4 jours. L'ascension sur 3, sachant que le jour 1, c'était la préparation physique, en fait. Ils nous ont amenés à la mer de glace pour savoir si nos conditions physiques étaient appropriées pour l'ascension. Donc, en fait... il faut se dire les choses, hein, c'est une journée éliminatoire. Hein. C'est-à-dire que si ce jour-là, ils avaient senti que j'étais pas prête, j'aurais pas pu faire l'ascension. Voilà, c'est trop de risques. Tu m'as dit hier, un peu quand on en a parlé, quand on a un peu débriefé et préparé le sujet, que c'était aussi la première fois pour toi où tu apprenais à utiliser les piolets, à monter, à descendre, et que c'est aussi assez stressant comme exercice parce que t'as jamais fait ça. Et là, c'est comme tu le dis, c'est la journée éliminatoire. Comment tu te sens à ce moment-là? Là, c'était la journée la plus stressante parce qu'effectivement, on met les crampons, on utilise les piolets, les cordées, et du coup, on est dans des conditions, on va dire extrêmes, hein, puisque à la mer de glace, s'il y en a qui ont déjà été ou pas, quand les touristes y vont, on voit que le beau côté de la mer de glace, mais quand on passe derrière avec les guides, on a toutes les crevasses et le terrain d'entraînement. Donc effectivement, il faut qu'on utilise les crampons en descente, en montée, et avec le piolet, parce que sinon on tombe. Puis en plus, j'imagine que c'est un tas d'informations à comprendre et à assimiler tout d'un coup, et que tu te dis, dès le lendemain, si je passe cette journée, tu dois tout mettre en place, on va dire appliquer tout ce que tu as appris, c'est hyper stressant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais en fin de compte, il y a la satisfaction. C'était une journée très dure, je m'en rappelle, puisqu'après, pour ressortir de la mer de glace, on n'a pas pris les œufs, en tout cas les téléphériques. On a fait de l'escalade par le mur, justement pour se mettre en condition pour l'ascension. Okay. Donc oui, c'était la journée, on va dire, la plus éprouvante dans le stress pour être acceptée et dans les conditions physiques aussi. J'essaierai de vous mettre des photos sur mon post Instagram du podcast, si maman le veut bien, partager quelques photos pour vous montrer un peu dans quel environnement on se met. On navigue pendant 4 jours en fait quand on est quand on grimpe le Mont Blanc. Et donc après cette journée, on va dire éliminatoire de préparation, qu'est-ce qui se passe ? Le soir, on va dans un hôtel, on a un débriefing avec les organisateurs qui nous disent qu'on est apte à l'ascension, qu'il va bien falloir respecter les consignes de sécurité. Et à ce moment-là, ils nous disent une chose très très importante pour laquelle moi je prends l'information de manière très légère. En fait, ils nous disent qu'on va être en cordée avec un partenaire et que plus le guide. Et s'il y a un des 2 partenaires qui ne va pas bien, que ce soit pour le mal des montagnes ou physiquement qui se sent pas bien, c'est toute la cordée qui redescend. Okay. Et à ce moment-là, moi, mon partenaire de cordée, c'est quelqu'un qui fait des marathons, quelqu'un d'athlétique. Moi, j'ai confiance en moi, je me dis que je vais y arriver. Et je minimise l'information en me disant que tout va bien se passer et que de toute manière, on va gravir le sommet. Ok. Donc ensuite, je vous en dis pas plus pour le moment. On va passer un peu sur les jours suivants. Comment ça se passe? Donc là, tu as passé cette étape de préparation. Oui. Ensuite, s'ensuit 3 jours d'ascension. Oui, on commence par le premier jour d'ascension où on part des Ouches. Pour ceux qui connaissent, on prend le petit train qui nous emmène. Alors, il n'a pas été jusqu'au refuge du Nid d'Aigle parce qu'il y avait des travaux. Et il nous emmène en bas du refuge du Nid d'Aigle, sur lequel on va commencer l'ascension jusqu'au refuge de la Tête Rousse. Voilà, okay. Donc ça, c'est le premier jour. Comment tu te sens sur ce premier jour ? Sur ce premier jour, ça va, je suis confiante. Mais à un moment donné, pour aller au refuge de la Tête Rousse, il y a des passages difficiles et qui font monter le cardio très très fort. Okay. Voilà, avec des épisodes de terrain neigeux.
et sur lesquels il faut mettre les crampons et où la pente est assez raide. Et là, j'ai commencé à perdre confiance parce que mon collègue de cordée, qui avait l'habitude de faire des marathons, était très très loin devant moi. Ok. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à perdre confiance et le guide, il m'a dit, c'est très bien ce que tu fais, ne pense à rien, pense juste un pas après l'autre. Et il dit, parce que là, lui, il est en train de se griller tout son capital énergie dont il aura besoin demain. Et il me dit, toi, préserve-le. Donc à ce moment-là, je fais confiance à mon guide, j'essaye de rester dans la confiance, je me dis un pas après l'autre. J'arrive au refuge de la Tête-Rousse, je suis explosée. Et je me dis que c'est que le début parce que l'ascension se fait vraiment demain. Et mais puis, c'est ça qui est bien aussi, c'est quand tu fais une bonne journée et qu'après tu rentres au refuge et que... Ouais, mais grosse satisfaction parce que je vois le refuge de la Tête-Rousse et puis en fait le soir il y a une super ambiance parce que t'as tous les gens qui font l'ascension. En fait on mange tous en même temps sur des tables, on va dire des tables de cantine, quoi. Ouais. Et il faut être à l'heure pour manger parce que voilà, et c'est de la bonne cuisine, c'est de la soupe. Moi, c'est ce que j'allais C'est demander. de la cuisine qui réchauffe, quoi. C'est quoi qu'on mange quand on fait l'ascension du Mont Blanc? Après, je me rappellerai pas de tous les plats exactement, mais je sais que déjà, il y a de la soupe, il y a des pâtes, enfin, les féculents, les sucres lents, toutes les choses qui sont nécessaires pour redonner de l'énergie au corps et passer une bonne nuit. Pour avoir du carburant. C'est ça. Tu me disais qu'en revanche, tout ce qui était encas pendant l'ascension, c'est à vous de les prendre. Ouais, tout ce qui est fruits secs, barres de céréales et tout ça, on le prépare en amont, quoi. Ouais. Puis, bon. Et du coup, au niveau de l'eau, comment vous gérez ça? L'eau, en fait, il y en a pas. En fait, vous avez pas de fontaine sur l'ascension du Mont Blanc, donc il y a que dans les refuges qu'on peut se procurer de l'eau, mais même pas de l'eau du robinet. Hein. Il faut acheter vraiment les bouteilles d'eau et bon, faut savoir qu'une bouteille d'eau genre cristalline, c'est 6 à 8 euros dans les refuges. Hein. Ouais. Après, ils sont alimentés par des hélicoptères, donc oui, c'est sûr. C'est aussi le prix à payer, quoi. Très bien. Voilà. Et du coup, moi, je me pose une question au niveau de l'hygiène. Alors, l'hygiène, il faut accepter d'être crado pendant 2-3 jours, quoi. Crado. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, là-bas, on n'a pas la possibilité de prendre de douche. Il n'y a pas de chauffage dans les refuges comme à la maison. Voilà, c'est... c'est une expérience. C'est une expérience. Pour se laver les dents, c'est la bouteille d'eau avec du dentifrice, mais on peut pas prendre de douche. Voilà. Donc, des lingettes, toi, tu prenais? Oui, des lingettes, ouais. Ou sinon, à la dure. À la job. Très bien. Donc là, tu es dans le refuge de la Tête-Rousse et ensuite, on va essayer de sauter un peu quelques étapes. Mais donc, comment se passent les jours suivants? Les jours suivants, ensuite, la plus grosse journée, c'est celle du lendemain, c'est-à-dire que je suis à la Tête-Rousse et on va se lever à 4 heures du matin pour faire l'ascension du Mont Blanc. Pourquoi vous levez si tôt? Parce que en fait, il y a ce qu'on appelle le grand couloir, le couloir du goûter, qui est, on va dire, le couloir le plus dangereux lors de l'ascension. Et au final, tout ce qui est fonte des glaces et neige va déstabiliser le terrain. Il y a énormément de chutes de pierre. Ok. Donc en fait, à ce moment-là, si on part de bonne heure, c'est que dès que le soleil se lève, en fait, il commence à faire fondre la glace qui va générer des chutes de pierre. Okay. Et donc, ce qu'il faut savoir sur ce couloir du goûter, qui est même appelé le couloir de la mort, c'est que de 1990 à 2017, il y a eu 102 personnes qui ont été mortes et 230 blessées. Et c'est de pire en pire, en fait. Et toi, en plus, tu m'avais dit que le jour, enfin, en tout cas, le week-end où tu as fait l'ascension du Mont Blanc, il y a eu 3 morts. Oui, mais ça, on le verra après, puisque je l'ai su quand j'étais au pied du sommet du Mont Blanc. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quand même une expérience dangereuse. Il faut être vraiment conscient de ce que l'on fait, en fait, dans quoi on s'engage. Et il faut pas y aller, en fait, on va dire, comment on dit, la fleur au fusil. C'est ça, la fleur au fusil. Il faut surtout pas minimiser les risques de l'ascension du Mont Blanc. Voilà, vraiment pas. Même si techniquement, pour ceux qui font de l'alpinisme, c'est pas la course où on va utiliser trop les piolets, trop les crampons, on va pas faire du rappel non plus. Voilà, c'est techniquement ça va, mais en fait c'est quand même dangereux par rapport à l'instabilité du terrain. Et tu penses qu'il y en a beaucoup des personnes qui minimisent ce danger et qui se lancent dans l'ascension du Mont Blanc sans préparation? Complètement. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle, alors je sais pas comment on les appelle, mais des gardes, des gens qui vont sensibiliser les personnes qui vont en basket et autres. Hein. Ah oui, il y a des personnes Oui, il y a toujours des personnes qui minimisent, qui croient que ça se fait comme ça et qui connaissent pas la dangerosité de la météo qui peut changer à n'importe quel moment, le terrain et tout ça.
Ça, c'est pratique En fait, d'avoir grandi en montagne. Toi, tu nous as toujours dit que la montagne, le temps pouvait changer à n'importe quel n'importe moment. En fait, quel quand moment. on part en montagne, même quand il fait beau, il faut toujours prévoir suffisamment d'eau, suffisamment de fruits secs ou autres, et puis surtout quelque chose de chaud et même un imperméable, en fait. Les cartes, qui sont importantes, et une couverture de survie. Ok, là ça m'amène un peu à la question, c'est quoi un peu les vêtements qu'on doit avoir Ouais, alors ça aussi, pour il le faut, Mont Blanc. en plus du budget, on va dire de l'ascension, il y a tout un budget que j'avais pas prévu en amont parce que c'est vrai que quand je me suis inscrite, c'était pour reprendre ton expression, la fleur au fusil, hein, en me disant que j'avais pas pris conscience de tout ce qu'il fallait. Il faut des vêtements techniques Gore-Tex. En fait, c'est comme aussi par rapport au fait qu'on puisse pas prendre de douche et se laver ni faire sécher nos vêtements parce qu'on a quand même le sac à porter avec nos vêtements. Il y a les piolets, il y a les crampons. Tout l'équipement. Donc en fait, j'avais pris des t-shirts qui séchaient, des t-shirts en laine. Je me rappelle plus comment on appelle ça. Laine mérinos? Ouais, la mérinos, voilà, la mérinos parce que ça permet de sécher très très vite. Et puis surtout, les vêtements en Gore-Tex, en fait. D'accord. Voilà. Donc oui, parce qu'il fait froid. Moi j'ai eu de la chance, il faisait pas trop froid, mais si quand même arrivé au sommet, il fait froid, ouais. Même quand il fait beau. Ok. Donc, il faut vraiment prendre conscience à la fois de la dangerosité quand même de l'exploit, de l'expérience, mais aussi il faut bien s'équiper, bien se préparer. C'est une préparation à la fois physique, mais aussi vestimentaire. Faut... voilà. Très bien. Du coup, on en est où là? Tu es là, il est 4h du matin, on a les lampes torches sur le casque et puis on va traverser le couloir du goûter. Est-ce que là tu flippes un peu? On flippe forcément parce qu'on sait que c'est la zone la plus dangereuse et en fait la nuit on n'entend rien. Il y a que juste la lune qui nous éclaire plus nos lampes torches et donc on s'accroche à un fil et sachant que les chutes de pierre elles peuvent venir du haut. Donc en fait, comme il fait noir, s'il y a des chutes de pierre, on les voit encore moins venir. Donc en fait, l'idée, et les guides nous mettent bien la pression, c'est de traverser le plus vite possible. Voilà. Ok. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que je vais mourir? Non. Non, t'avais confiance. Après, il faut partir confiante, parce que si on se dit qu'on va mourir, il faut pas minimiser le risque. Il faut se dire que le tout, c'est de réussir, quoi. Voilà. Ok, donc tu passes ce couloir du goûter. Oui. Et ensuite ensuite arrive l'ascension. Donc là, c'est quand même assez chaud, parce qu'on monte dans des roches pour arriver jusqu'au refuge du goûter, qui est magnifique. Et là, c'était un grand bonheur d'arriver au refuge du goûter. C'est un peu la chose à expérimenter. Tout le monde a envie, en fait, c'est ce refuge du goûter. Dormir là-bas, pour moi, ça a été génial, quoi, en fait. C'était comme un rêve, en fait. Moi, ça m'intrigue, ce refuge, la manière dont il a été construit, comment il tient. On a l'impression qu'il est suspendu à la roche. Ouais. Là-bas, il n'y a pas de chauffage, mais ça a été pensé de manière à ce que quand on est là-bas, on n'a pas froid non plus. Il a une architecture aussi assez particulière, un peu futuriste. C'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai, comme s'il était perché sur la roche. Et quand on est dedans, en fait, on a l'impression, oui, qu'on est immergé dans la montagne, qu'on est la montagne. Ok. Et quand à un moment donné, les nuages recouvrent les montagnes, on voit toute une mer de nuages, c'est magnifique, ouais. Et du coup, dans les refuges, ça se passe comment là, je dévie un peu la question, mais ça m'a fait penser à autre chose. Avec l'ambiance entre les personnes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font l'ascension du Mont Blanc en même temps. Ouais, c'est une bonne ambiance, en fait. C'est vraiment une ambiance conviviale, respectueuse. Alors après, dans les dortoirs, on dort mal. Et puis, il y a aussi un facteur qui est à prendre en compte, c'est que plus on monte, plus on est en altitude et moins on a d'oxygène. Donc en fait, il faut s'économiser, il faut être vraiment faire le calme en soi, parce qu'il faut penser à respirer. Donc en fait, dans le dortoir, on est tous les uns. C'est un grand dortoir où, voilà, il n'y a pas d'intimité. Et voilà, c'est une expérience. Exactement. Du coup, après ce refuge du goûter, c'est enfin le jour J? Non, en fait, le refuge du goûter, quand on y arrive, c'est juste pour prendre une pause parce qu'on continue l'ascension. Ah, d'accord. Voilà. Ok.
on continue l'ascension et c'est le soir qu'on va dormir vraiment dans le refuge. Le jour J, c'est le jour où on part, donc c'est le jour 2 en fait de l'ascension, où on part du refuge de la Tête-Rousse à 4h du matin pour arriver au sommet du Mont Blanc. Ok. En faisant une halte au goûter où on dormira le soir. D'accord, ok. J'ai compris. Voilà. Du coup, donc, t'arrives au refuge de la Tête-Rousse et ensuite, comment se passe cette fin d'expérience pour arriver au sommet? La plus dure parce que là, il faut vraiment se concentrer. On est vraiment dans la neige avec les crampons, avec les piolets. La pente se fait de plus en plus raide. Et puis j'ai surtout, et c'est là que les problèmes commencent, mon compagnon de cordée qui commence à tousser. Et moi j'étais devant et lui donc il était derrière. Donc en fait ce qu'il faut voir dans une cordée c'est que tu as le guide devant et nous derrière. Donc moi j'étais derrière le guide et mon compagnon de cordée derrière moi. Et donc il avait beaucoup de mal à faire l'ascension et à chaque fois que je faisais un pas en avant, je refaisais un pas vers l'arrière parce que lui, comme il avait du mal à monter, il me tirait vers l'arrière. Ok. Et donc le guide s'en était pas trop aperçu, donc il disait allez, augmentez le pas parce qu'il faut qu'on arrive à une certaine heure au sommet parce que sinon la température, la météo va varier. Et moi en fait, j'étais confrontée entre être concentré sur un cardio, être concentré sur l'ascension, être concentré sur mes pas et avoir quelqu'un derrière moi qui me tire vers l'arrière. Et à ce moment-là, j'ai pété un gros câble, quoi. C'est-à-dire que ça m'a tellement énervée, je me suis dit mais c'est pas possible. Donc j'ai tout jeté, j'ai jeté les bâtons et tout ça, j'ai dit au guide mais punaise, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé mon collègue de cordée, j'ai dit mais merde quoi, t'en as pas marre de me tirer vers le bas et j'ai dit qu'est-ce qui se passe? On sent encore les rêves. Ah ouais, mais là j'étais vraiment pas bien quoi, à la limite de pleurer et d'exploser. Enfin il faut vous imaginer quand même que quand vous faites un pas vers l'avant, c'est comme s'il y avait quelqu'un avec une corde qui vous tirait vers l'arrière pour pas que vous avanciez, quoi. Ok. C'était, mais vraiment, enfin, tu vois mon visage, là, j'avais juste envie, moi, c'était de l'exploser, quoi. Bon, ça, je pense qu'on va on va le couper, peut-être. Non, mais voilà, en fait, je veux dire, quand quelqu'un est énervé, il se pose des questions. Et du coup, je me retourne vers lui, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on s'aperçoit qu'il est pas bien. Ouais. Le guide, il s'approche de lui et on s'aperçoit qu'il a le mal des montagnes parce qu'il commence à tousser. Il nous dit qu'il est pas bien depuis le départ et qu'il a du mal à respirer. Et puis voilà. Donc le guide essaye de minimiser. Donc là, ça commence quand même à être sérieux. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème? On se rend compte qu'il y a un problème et que le problème peut venir du mal des montagnes. Donc le guide nous invite quand même à continuer jusqu'à arriver au dôme du goûter, où on fait un check et où on se pose un petit peu. Donc le dôme du goûter, c'est le dôme où on a la vue sur le Mont Blanc et c'est une étape intermédiaire. Là, le Mont Blanc, il a à peu près à combien de mètres de vous? Je sais pas. Non, franchement, je sais pas du tout. Mais il reste pas beaucoup. Il reste pas beaucoup. Il reste peut-être 2 heures. Ok. 2 heures d'ascension. Bon, bref. Et donc on décide de continuer. Et en continuant, ça devient de pire en pire. C'est-à-dire que là, les symptômes du mal des montagnes de mon collègue de cordée se font de plus en plus prononcés. Il tousse, il crache, il tient plus debout. Et donc on arrive au refuge Valo, qui est le dernier refuge. Donc c'est un petit refuge où il y a personne. Hein, il y a juste normalement une antenne pour prévenir les secours en cas de problème. Et donc on arrive à ce moment-là. Donc le refuge Valo, il est à 4362 mètres. Il est vraiment au pied du Mont Blanc. Et on s'aperçoit que le guide me regarde en me disant que c'est la fin de l'ascension. On a fait une petite pause dans le podcast parce que ça a fait remonter plein d'émotions et c'est vrai que du coup le guide t'annonce que c'est la fin de l'expérience. Ouais, exactement, c'était pour moi c'était une vraie déception. Donc il a fallu à ce moment-là réagir vite pour sauver la vie de mon collègue de cordée. Donc le guide a appelé les urgences et du coup l'hélicoptère n'était pas disponible puisqu'il y avait une personne qui venait de faire une chute justement dans le couloir du goûter, donc qui était morte. Et c'était un jeune couple dont la femme est tombée.
Et donc le seul moyen de sauver la vie à notre collègue de cordée, c'était de redescendre au refuge de la Tête-Rousse, donc redescendre pour baisser l'altitude. Et du coup, en fait, quels étaient les symptômes de ton collègue? Des vertiges, il crachait, il toussait, il avait du mal à respirer, mal à tenir sur ses jambes. Il commençait à mourir, en fait. Ah oui, de toute façon, on n'aurait pas réagi, on ne serait pas redescendu, il aurait pu mourir. C'est de toute façon le syndrome du mal aigu des montagnes, il faut vraiment en avoir conscience, et que même quelqu'un qui a l'habitude d'aller en montagne, et le guide nous l'a bien dit, hein, on peut avoir le mal des montagnes du jour au lendemain. Et même quelqu'un qui est bien préparé physiquement, comme lui il l'était, hein, puisqu'il faisait des marathons régulièrement, eh bien, le mal des montagnes a eu raison de lui. Ok. Donc ça a été en fait son erreur à lui, il a peut-être voulu aussi aller trop vite, vouloir aller dans l'exploit, et au final, il s'est mis en danger. C'est ça. Il vous a mis aussi en danger parce que il n'y avait pas de secours au refuge de la Valonne, c'est ça? Au refuge Vallot, oui. Au refuge Vallot. En fait, il a commis 2 erreurs. La première, c'était le jour où on a monté l'ascension, c'est d'aller trop vite. Il a déjà grillé son capital. Grillé dans le sens où quand on arrive en altitude, on a moins d'oxygène. Donc on peut pas faire mettre notre corps dans les mêmes conditions que quand on fait un marathon sur une altitude basse, en fait. Bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que le matin, en partant à 4h du matin, il allait déjà pas bien. Et il nous l'a pas dit. Parce qu'en fin de compte, son objectif, c'était de faire le Mont Blanc. Ouais. Oui. Et du coup, il s'est excusé par la suite. Donc, on a dû redescendre. Et c'est vrai qu'arrivé au refuge de la Tête-Rousse, donc les hélicoptères sont arrivés, il a repris ses esprits, il allait un tout petit peu mieux, même s'il toussait toujours, et il s'est excusé de ne pas nous avoir dit le matin avant de partir qu'il n'était pas bien, et de m'avoir aussi gâché mon ascension, quoi. Comment, en fait, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on est vraiment à 2 pas du sommet du Mont Blanc? De la colère, de la déception. Moi, j'aime beaucoup de colère, hein. Et même le guide était en colère, hein, parce que même en arrivant au refuge de la Tête-Rousse, j'ai dû absorber la colère du guide qui était dégoûté. Alors que moi, j'ai pleuré tout le long de la redescente. En me disant c'est pas possible, quoi. Alors bien sûr on a sauvé la vie de quelqu'un, bien sûr, mais égoïstement on se dit merde, j'ai pas fait l'ascension, quoi. J'ai pas fait l'ascension parce que quelqu'un a manqué à ses responsabilités vis-à-vis du groupe. Bien sûr. Et après je me dis mais moi comment j'aurais réagi aussi à sa place? Je me serais peut-être dit pareil que lui en me disant je vais pas bien, mais peut-être que ça va s'améliorer, et puis peut-être que je me donne la chance d'aller jusqu'au bout. Oui. Et puis c'est vraiment cet objectif, c'est d'arriver au sommet. Tu payes aussi pour ça. Enfin, il y a vraiment un objectif final, c'est peut-être aussi d'avoir la photo sur le sommet du Mont Blanc. Oui, bien sûr. C'est d'aller. Et en fait, pour moi, c'était la première fois que je réussissais pas quelque chose, quoi. Surtout dans la grimpe. Donc oui, c'était difficile. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est qu'il était sorti d'affaire, hein, puisque l'équipe de secours qui est venue, donc là, on est tout de suite à l'hôpital, aux urgences, et ils nous ont donné des nouvelles le lendemain, comme quoi il était sain et sauf. Donc. Tant mieux. Mais c'est vrai que c'est de ce moment-là qu'on voulait aussi vous parler, vous alerter, parce que c'est dangereux, et puis il faut pas minimiser ce genre de défis. Il y en a qui se lancent vraiment des défis sportifs sans être vraiment préparés, sans prendre en compte tous les éléments qui naviguent autour et qui se mettent en danger et qui mettent en danger les autres. Finalement, on peut quand même dire que tu as grimpé le Mont Blanc. C'était pas rien. Oui, alors c'est sûr que par rapport à moi, je m'étais dit que je l'avais pas fait jusqu'au bout, mais quelques temps après, je me suis dit que c'était très bien déjà, que c'était une belle course. Et que peut-être l'expérience, elle devait juste s'arrêter là. Enfin, peut-être, parce que peut-être que on sait pas en fait ce qui serait passé. Ça se peut que c'est moi qui aurais eu en milieu de course, en milieu d'ascension, voilà. Donc c'est que ça devait se faire. En tout cas, j'ai fait preuve d'humilité déjà pour moi-même. Et puis en fait, cette expérience m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses par rapport à ma vie. Que je garderai pour moi, hein, mais effectivement, je sais pas si tu m'autorises à le dire, mais j'étais dans une période de ma vie quand même où je rencontrais des hommes qui me tiraient vachement vers le bas, et au final, quand j'ai pété mon câble,
c'est que j'avais toujours l'impression que cet homme-là me tirait vers le bas. Et au final, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses dans ma vie et que j'ai changé par la suite. C'est fort ce que tu dis, parce que d'autant plus que cet homme était lié et accordé à toi. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un peu aussi... Bon, là, on rentre complètement dans cette là-dessus. Oui, mais après, tu fais du développement personnel dans tes podcasts. Mais c'est vrai que quand on travaille sur soi, il y a des prises de conscience, mais les prises de conscience, elles se font beaucoup avec les événements qu'on rencontre dans la vie. Et oui, cet homme-là, il était accordé à moi et en plus, il me tirait toujours vers le bas. Et c'est à une époque où j'étais célibataire parce que je venais de me séparer de ma deuxième vie de couple. Et toujours justement pour des prises de conscience identiques. Et là, je me suis dit, après l'ascension du Mont Blanc, c'est terminé. Maintenant, soit je fais ma vie toute seule et j'avance à mon rythme et je vais atteindre tous les objectifs que je veux, mais j'aurai plus d'hommes dans ma vie qui me tirent vers le bas. Terminé. Ça, c'est vraiment une femme indépendante. On va pas tout dire aujourd'hui sur cet épisode, mais tu m'as quand même beaucoup appris niveau développement personnel. C'est grâce à toi aussi que je suis rentrée dans le développement personnel. Pas mal de prise de conscience. Mais c'est vrai que, comme tu dis, les événements, des fois, les plus anodins, ils peuvent nous mettre face à des situations qu'on a vécues et pour justement libérer des... C'est ça. Mais j'ai rien contre les hommes, je tiens à le préciser. C'était juste mon expérience de vie qui m'a amené à vivre ces expériences. Mais maintenant, j'ai rien du tout contre les hommes. Il y a des hommes qui nous tirent vers le haut, qui sont très respectueux, qui te soutiennent. Et à ce moment-là, je les rencontrais pas. Maintenant, je les rencontre. Ouais. Donc, merci le Mont Blanc. Merci le Mont Blanc. Donc, du coup, ça t'a changé cette expérience. Carrément, ça m'a changé. Tu t'es dit que tu pouvais gravir d'autres montagnes ? Ouais. Alors du coup, je me suis mis un peu dans l'alpinisme. Alors je dis un peu parce que c'est vrai que j'ai pas, par rapport à mes choix de vie, je vous avais encore à la maison à ce moment-là. J'avais un boulot qui était très prenant, mais j'ai quand même fait le premier stage d'alpinisme avec la compagnie des guides de Chamonix, donc pour me former. Et ensuite, j'ai fait la course des aiguilles marbrées, donc avec un guide, où là vraiment il y a les crampons, le piolet, mais aussi les rappels en cordée. Oui, je me souviens des photos que tu m'avais envoyées. Et là, c'était magnifique. Bon, la seule chose, c'est que j'ai pris vraiment conscience de la dangerosité de l'alpinisme, puisque j'ai fait une chute qui m'a amené à cogner mon genou sur une roche. Donc, j'ai fait la descente avec difficulté. Mais il n'empêche que j'ai toujours ces rêves d'ascension des sommets, mais toujours de manière sécurisée. Voilà. Toi, la montagne, c'est vraiment un endroit qui te ressource. En fait, la montagne, c'est comme si j'étais chez moi. C'est ma maison. C'est difficile à expliquer, mais en fait, les plus grandes décisions que j'ai dû prendre dans ma vie, c'est en allant en montagne. C'est comme si je faisais une méga grande méditation où j'avais rien dans la tête. En fait, pendant l'ascension, je livre tout à la montagne, je dépose mes paquets en me disant j'en ai marre de ça, faut que je change ça. Arrivé au sommet, j'ai un grand calme qui se fait dans ma tête, un grand vide, une grande sérénité. Après, quand je descends, je suis remplie d'amour, je suis débordante de joie, de sérénité. Ouais. Et c'est comme si j'avais tout confié à la montagne. Et après, il y a des choses dans ma vie qui se passent, qui sont en rapport avec tous les paquets que j'ai déposés à la montagne, quoi. Donc la montagne, elle te fait un gros câlin. La montagne, ça vous gagne. Non, elle fait c'est la nature. Moi, je suis en connexion avec la nature et c'est chouette, quoi. Ouais. Tu te rends compte quand même que quand on parle, en tout cas, moi, je suis super fière de toi parce que j'ai appris d'autres choses par rapport à cette expérience. Mais tu te rends compte quand même que c'est incroyable ce que tu as fait. Enfin, moi, je m'en rends pas compte, en fait. On oublie de le dire, mais on se voit souvent des jeunes qui font des choses extraordinaires, mais bon, je critique pas du tout l'âge, mais enfin, tu avais 43 ans, t'avais pas de pied dans l'alpinisme et tu as quand même réalisé ce défi. Tu t'es mis corps et âme et je trouve ça quand même incroyable. Après, je t'ai coupé, mais il y a pas d'âge. Non, il y a pas d'âge, bien sûr, mais c'est juste pour rappeler ça, en fait. Il y a pas d'âge pour réaliser ses rêves et tout ça. Voilà, et moi, j'ai l'impression que plus je prends en âge et plus j'ai la possibilité de réaliser mes rêves, en fait. Ouais, complètement. Tu te donnes les moyens. Ouais. Tu vis pour toi. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Les dernières petites questions, en fait, c'est quoi qu'on fait quand on a fini le Mont Blanc ?
quelles sont les premières choses qu'on fait? Bah, je sais pas, mais en fait, à un moment donné, j'avais plus d'objectif. C'est comme si j'avais atteint l'objectif, le summum, quoi. Et en fait, je suis restée un moment sans avoir d'objectif. Ok. Et donc, ça a été peut-être le plus dur pour moi. C'est de pas retrouver une autre motivation, ouais, tu veux dire? C'est ça. Et moi, ce que je voulais dire, c'était la question plutôt... Enfin, quelle est la première chose que tu fais quand t'as fini l'ascension? Tu bois une bière? Ah oui. Bah en fait, je devais retrouver donc Alexis qui est mon neveu, qui est ton cousin, qui lui était venu à Chamonix pour faire le marathon du Mont Blanc. Donc c'était le même week-end en fait. Et donc après, oui, t'as juste une envie, c'est de te poser, boire une bonne bière. Et c'est ce qu'on a fait. Donc je l'ai rejoint à Chamonix. On s'est mis sur une terrasse en train de boire une bonne bière. Et c'était un réel bonheur. Ouais, je pense que ça lui fera plaisir si on lui envoie cet épisode. Ah bah oui, ça me ferait plaisir aussi qu'il l'écoute. Ouais. Mais c'était un grand bonheur de le rejoindre et c'était un super week-end. Et puis du coup, après, toi, tu l'as vu courir son marathon. Alors du coup, il est resté avec moi parce que mais on a vu ses copains qui ont couru. Ah, trop bien, trop bien. Là, on arrive à la fin de l'épisode du podcast. Est-ce que tu pourrais décrire ton expérience en un mot? Génial. Bon, voilà. Super. Tu as d'autres choses à rajouter? Non, je suis très contente d'avoir pu partager cette expérience lors d'un podcast avec toi. Donc, puis avec tout le monde qui nous écoute. Avec tout le monde qui nous écoute. Et puis, c'est une vraie complicité partagée. Ouais, franchement, moi, ça m'a fait plaisir. Maman qui a les émotions qui remontent, mais c'est vrai que c'est salvateur aussi de parler de ça. Et puis, je pense qu'on va vous laisser. Nous, on va continuer notre journée toutes les deux. Et puis, je vais vous laisser aussi avec une petite musique de maman. La musique du Mont Blanc. Ouais, la musique du Mont Blanc. Celle qui me met en joie à chaque fois que je l'écoute. Ouais, elle a fait une petite vidéo pour récapituler son week-end avec plein de photos. Et la musique, c'est la musique Yellow de Coldplay. Il faut savoir que ça saoule Morgane à chaque fois que ça met. Non, ça saoule pas, c'est qu'à une période, tu la mettais genre toute la journée. Mais parce que c'est une musique qui me mettait tellement en confiance que voilà. Mais maintenant que dès que je l'écoute, dès qu'elle passe à la radio ou que je l'écoute, je sais pas, dans un magasin, je pense directement à toi. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais vous mettre, du coup, comme je vous ai dit, quelques photos sur le compte Instagram de Vagabonde pour que vous rendiez compte un peu de l'environnement et du défi sportif que c'était. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez aimé le podcast, si vous avez des questions aussi et que ma maman, elle peut vous répondre tant que je suis avec elle. Voilà. Et puis nous, on se retrouvera pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir.